Bonjour tout le monde. Hello everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Babble. Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable. Aujourd'hui, on est super heureuse d'avoir en intervenant Joël Gégaud. Oui. Je vais dire l'inventeur, oui et non, mais du coup... Il a créé... le créateur de la technique Respire Plus, qui va nous partager tout son parcours. Oui, il va nous partager du coup tout son parcours, il va nous parler un peu plus de cette méthode de breathwork, j'espère que je le dis bien. Voilà, une méthode de respiration avec de l'acupression, des sons, des mouvements, enfin voilà, c'est une méthode qui est hyper complète, très intéressante, donc on est vraiment heureuse de vous partager cet épisode. Complètement. Pour que vous en appreniez plus dessus, parce que nous, ça a été vraiment une très belle surprise. Alors, à tout de suite. Bien, bonjour Joël, bienvenue. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Comme on l'a expliqué juste avant, on va parler de plein de sujets super intéressants avec toi. Mais en premier, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Merci. Écoutez, je suis très content de vous rejoindre sur votre podcast. Donc, je suis Joël Gégaud et en l'occurrence, je suis coach et formateur en breathwork sur une méthode que j'ai développée au fil de mes formations en breathwork depuis 13 ans. Et avant cela, en fait, j'ai eu une carrière dans l'entreprise, pour l'essentiel en tant que directeur financier. Et c'est tout un parcours de développement personnel qui progressivement m'a conduit à m'intéresser à des expériences plutôt psychocorporelles. Et ça, c'était une époque où je vivais en Australie dans le cadre d'un contrat d'expatriation. Et c'est là que j'ai expérimenté pour la première fois le breathwork avec la méthode du Rebirth. Et donc, après avoir pris quelques séances individuelles, j'ai suivi une retraite de 7 jours, vraiment une immersion qui m'a vraiment énormément apporté, puisque je dirais que ça m'a apporté à la fois de reconnecter avec mon cœur, de ressentir des sentiments, notamment à l'égard de mon père que je n'avais pas jusqu'alors. Ça a tellement été fort comme expérience que en quittant cette retraite, j'ai reçu comme une guidance qui me disait que j'allais aller vers un métier de l'accompagnement. Donc à partir de là, en fait, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach pour réfléchir sur un projet de transition de carrière. Donc, comme ça m'a orienté plus vers le coaching et que j'étais encore en Australie, j'ai décidé de me former à cette première méthode de breathwork de Rebirth en me disant, quoi qu'il en soit, ça me servira comme ressource. Et donc, c'est ça qui m'a amené à quitter l'Australie, en fait, début 2011, avec un certificat de praticien en Rebirth, puis à me former au coaching sur l'année 2011. Et j'ai démarré mon activité de coaching en début 2012. Et donc, de temps en temps, je donnais des séances de Rebirth, mais je mettais à ce moment-là plus d'énergie pour développer mon activité de coaching qui était plus orientée vers les professionnels. Et c'est seulement en 2014 que je suis allé participer pour la première fois au congrès international du breathwork. C'est un congrès qui a lieu chaque année, qui est organisé depuis à peu près aujourd'hui, je dirais 27-28 ans, sous la tutelle de l'International Breathwork Foundation, qui est la fondation internationale des pratiques de breathwork ou de respiration consciente. Et donc, lors de ce congrès, j'ai expérimenté pour la première fois une autre méthode de breathwork qui s'appelle la Trans-Emotional Breath. Et j'ai également pris conscience durant ce congrès que je pouvais associer du coaching et la respiration pour avoir un accompagnement un peu plus global
pour notamment aider les personnes sur tout ce qui est blocage émotionnel, etc. Et donc, à la suite de quoi, lorsque je suis rentré de ce congrès à l'été 2014, j'ai fait des recherches pour savoir où est-ce que je pourrais expérimenter plus en profondeur la Transformational Breath, que je traduirai par la suite de respiration transformationnelle. Et c'est donc en septembre 2014 que je suis allé expérimenter un séminaire de 6 jours en Suisse, à la suite de quoi j'ai décidé que je voulais aller me former aux États-Unis, puisque cette méthode n'existait pas en France. Et donc, j'ai été formé à ce moment-là à cette méthode. Je suis devenu praticien certifié, puis par la suite formateur senior. Donc, à partir de 2015, j'ai donné des séances individuelles avec cette nouvelle approche. Et je dirais pourquoi j'ai bifurqué vers cette méthode plutôt que le rebirth à ce moment-là. Et j'ai par la suite organisé des stages, puis des séminaires et la formation professionnelle. Et donc ça a duré pendant un certain nombre d'années. Puis au cours de l'été 2022, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour poursuivre non plus exactement en fait ce que j'ai appris sur ces 13 années de breathwork et notamment en fait des particularités de la respiration transformationnelle, mais j'ai décidé de poursuivre en l'enrichissant avec d'autres formations que j'ai poursuivies à partir de 2021, notamment sur tout ce qui est mémoire cellulaire, plus particulièrement la biorésonance cellulaire, mais également des expériences que j'ai vécues en méditation vipassana. Donc aujourd'hui, je poursuis sous la marque Respire Plus. Et je dirais que c'est la méthode que je transmets dorénavant. Et j'insiste vraiment sur transmission parce que c'est vraiment ça que j'ai à cœur avec soit les personnes que j'accompagne, mais celles aussi que je forme, les thérapeutes, de donner le meilleur de ce que moi j'ai expérimenté et qui m'a tellement apporté, pouvoir transmettre, je dirais, tous les outils aux personnes que j'accompagne pour pouvoir justement soit accompagner d'autres personnes ou déjà en bénéficier en respirant de cette façon. Super, merci beaucoup pour toutes ces explications. Du coup, on va venir peut-être sur ta formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et également dire, parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que le breathwork. Du coup, est-ce que tu peux aussi peut-être expliquer à ta façon ce qu'est pour toi cette technique? Très bien. Je suis entièrement d'accord parce que le breathwork, c'est intéressant parce que je dirais qu'il y a quelques années, c'était pas un terme qui était très populaire en France et je m'évertuais d'ailleurs à ne pas l'utiliser. Et puis, je pourrais dire que l'effet Covid, qui a eu un impact sur la respiration, a fait que toutes les pratiques de respiration consciente ont commencé un petit peu à être beaucoup plus populaires. Et puis, de nombreuses, je dirais, courants d'enseignement justement de respiration consciente connectée, de breathwork, se sont lancés. Donc en fait, breathwork, étymologiquement, ça veut dire travail du souffle. Sauf que voilà, la notion travail, c'est pas toujours très très fun à entendre, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on utilise la puissance du souffle pour permettre aux personnes de se libérer de certains blocages. Donc breathwork, c'est vraiment ça. Et je dirais que je considère qu'il faut voir le breathwork comme le yoga, c'est-à-dire que c'est pour moi un nom un peu général qui couvre différentes méthodes. D'accord. Et donc, l'origine du breathwork, ou pour ceux qui seraient réfractaires au mot anglais, on pourrait dire à la respiration consciente connectée, elle remonte à la fin des années 60 où il y a deux Américains qui ont expérimenté chacun de leur côté deux approches.
Donc, il y a d'abord Léonard Orr qui a donc développé le Rebirth. Et puis, il y a Stanislas Grof, un psychiatre américain et sa femme, qui ont développé la respiration holotropique. Ça, c'est vraiment les deux méthodes pionnières du breathwork. Ça veut dire qu'elles sont arrivées en France dans les années 1980. Donc, en fait, c'est Jacques de Panafieux qui a développé le Rebirth en France dans les années 80 et Bernadette Blin qui a développé la respiration holotropique en France. Bernadette Blin continue toujours à enseigner au travers de son école en France. Donc ça, juste pour un petit peu d'histoire, parce que j'aime bien redonner à ces pionniers-là tout le crédit qu'ils méritent. Et donc, toutes les autres méthodes qui sont créées par la suite, elles ont pris un peu des choses qui viennent de là, mais elles l'ont enrichi avec d'autres approches. Et donc, pour revenir, avant que je parle de la formation, je vais d'abord décrire la méthode Respire Plus et de quoi elle parle. Donc, la méthode Respire Plus, je dirais, il y a quelques enseignements qui viennent du Rebirth, mais je dirais que la majorité vient de la respiration transformationnelle, à savoir que c'est une respiration consciente connectée et par le diaphragme, donc on est dans une respiration diaphragmatique, avec une très longue inspiration suivie d'une très courte expiration, et ceci sans faire de pause, d'où ce qu'on appelle respiration consciente connectée, pour activer le flux du souffle, pour permettre d'aller au plus profond des cellules dans le corps. Mais en plus de la respiration consciente, il y a également le praticien qui va faire des acupressions sur le corps de la personne en suivant une cartographie du corps qui reprend un peu l'esprit des méridiens de la médecine chinoise. Et donc, on va toujours appuyer sur des points, sur des points musculaires. Et on va en l'occurrence avoir des points qui sont situés, bien entendu, au niveau de l'abdomen, puisqu'il y a le diaphragme, en dessous de la cage thoracique, autour du nombril, dans le creux des hanches, au-dessus de l'arête pubienne, et puis on va remonter au niveau du thorax, mais également au niveau des épaules, et on va également avoir des points d'acupression dans le dos, au niveau des cuisses et des mollets. Et donc, l'intérêt justement des acupressions, c'est le respirant, la personne qui respire, on va l'appeler le respirant, va amener beaucoup d'air, d'oxygène à l'intérieur de son corps. Et l'effet combiné en fait de l'afflux d'air plus l'acupression que va exercer le praticien en appuyant en fait à l'extérieur va permettre aux muscles petit à petit de reconquérir de son élasticité. Okay. En fait, la majeure partie des gens ont une capacité respiratoire qui n'est plus optimum parce qu'à force de contracter les muscles qui servent à la respiration, ils ont justement leur muscle est atrophié. Et c'est l'intérêt de ces acupressions. En plus des acupressions, en fait, le praticien va également citer des affirmations qui sont positives. Le but, c'est de reprogrammer le mental dans une énergie positive. Et parfois, ça va être l'acupression qui va déclencher peut-être l'émergence d'une émotion refoulée. Parfois, ça va être l'affirmation positive. Parfois, ça va être la combinaison des deux. En plus donc, de cela, on va également demander aux respirants de temps en temps de faire du son. Donc, faire du son comme ceci. Ah, donc, beaucoup plus long que ça, beaucoup plus fort, à 2 ou 3 reprises. Et les vertus de faire le son, là encore, ça vient d'une autre technique qui s'appelle la guérison par le son. C'est une thérapie en tant que telle. En anglais, ça s'appelle le sound healing. Tout simplement parce que ça va créer des vibrations à l'intérieur de notre corps, puisque notre corps est constitué à plus de 70% de liquide. Lorsqu'on fait un son, ça crée des résonances à l'intérieur, et ça a également des vertus pour libérer de la charge émotionnelle. Et en plus du son, de temps en temps, on va demander au respirant de taper des poings et des pieds lorsqu'il sera donc assis allongé sur le tapis. Tout simplement, là encore, ça reprend ni plus ni moins ce que le jeune bébé fait et qu'on a tous fait en arrivant au monde. C'est-à-dire que quand on est jeune bébé et qu'on a une contrariété,
on va gigoter dans tous les sens, on va faire des sons. Et peut-être que 2 ou 3 minutes après, on sera complètement guilleret. Ça veut dire que lorsqu'on était jeune bébé, on vivait pleinement les émotions avec notre corps. Et donc, je dirais, la méthode, ça fait partie justement de cela pour permettre à la personne d'entraîner son corps pour que le corps se sente libre de libérer ce qu'il a à libérer en retrouvant quelque part cet instinct primal là, donc de taper des poings et des pieds, de faire des sons. Et donc, c'est l'intégralité de tous ces éléments qui sont propres à la respiration transformationnelle que j'ai repris moi-même dans la méthode et que j'ai enrichi par la suite en rajoutant également un ton de ce que j'appelle de conscience du corps. C'est-à-dire qu'à la fin des séances, je poursuis par un petit temps de méditation totalement silencieuse et immobile, et qui là vient à la fois de ce qu'on pratique, notamment dans la méditation Vipassana, et qui permet justement d'être à l'écoute des sensations de son corps. Parce qu'à la fin d'une séance de respiration avec tous les outils ou les ingrédients que je vous ai présentés, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, une fois que le corps est au repos, le corps continue à communiquer avec la personne. Et donc, c'est que la personne soit vraiment à l'écoute de ses sensations pour peut-être identifier des parties de son corps qui s'expriment ou qui se manifestent et ressentir cela de manière totalement, je dirais, comment dire, pleine d'écoute et également de connexion. C'est vraiment ça. Donc voilà pour la méthode. Donc je pense que c'était important avant que maintenant je présente la formation en tant que telle. Voilà ce à quoi justement les personnes que je vais former, c'est ce que je leur transmets. Génial. La formation, le cursus se fait en termes de temps de formation sur 3 fois une semaine de 6 jours. Et j'insiste sur cette méthode pour le coup. C'est une méthode qui se fait exclusivement en présentiel. Et ça, c'est justement au jour d'aujourd'hui où on voit plein de méthodes de breathwork ou de respiration consciente qui se font en virtuel. Vous pouvez le comprendre avec ce que je viens de vous expliquer, parce qu'il y a le toucher du corps, parce qu'il y a les mouvements et le son. En fait, le praticien ne peut pas être éloigné de la personne qui l'accompagne, parce que justement, il est là pour contenir l'énergie. Et quelle que soit je dirais, la libération émotionnelle qui arrive, justement, il est là pour soutenir le respirant. Et ça, c'est vraiment capital. On est vraiment dans une approche où on apporte un très fort soutien que les personnes sont rarement habituées au jour d'aujourd'hui à recevoir. Et c'est ça, justement, qui va leur permettre de s'abandonner à l'expérience et qui va permettre à leur corps de libérer ce qu'il veut bien libérer. Donc, quand je disais 3 fois une semaine de 6 jours, la première étape, c'est d'abord vivre l'expérience personnelle. C'est-à-dire c'est le séminaire Respirer en conscience dans votre corps, où pendant 6 jours, les personnes vont vraiment respirer 4 fois par jour, avec 2 séances de 70 minutes et 2 séances de 40 minutes chaque jour. Donc, il y aura une montée en puissance où on va tout faire pour activer le flux d'énergie et du souffle à la base du corps pour créer un ancrage, lequel ancrage va justement permettre au corps de se sentir en sécurité et ainsi de libérer les empreintes émotionnelles qu'il veut bien libérer. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est le corps qui décide et c'est pas le mental. Et donc, à la suite de ce travail d'ancrage, on va également associer à ces séances de respiration un travail sur le pardon, un travail sur le jugement. Il y aura également une séance en piscine d'eau chaude vers le dernier tiers du séminaire pour permettre de se libérer des empreintes émotionnelles emmagasinées ou engrammées, je dirais, au moment de la naissance. Mais également, il y aura un temps de ce séminaire qui est dédié pour tous les participants pour s'approprier la méthode, non pas pour faciliter autrui,
et pour continuer, une fois rentrée chez elle, à se faciliter des longues séances comme cela, aussi souvent que nécessaire. Et je dirais, la recommandation, c'est au moins une fois par semaine pour rester enfin, je dirais, à un bon niveau d'énergie et de bien-être. Une fois que les personnes ont fait ce parcours personnel, alors celles qui souhaitent justement s'approprier cette méthode pour, je dirais, l'intégrer parmi, je dirais, les outils, entre guillemets, qu'elles ont dans leur pratique, qu'elles soient, je dirais, naturopathes, énergéticiennes, dans le massage, etc., etc. Je dirais, en général, les personnes que je forme, ce sont déjà thérapeutes qui ont déjà des outils ou des méthodes à leur disposition et qui justement ont besoin d'une méthode qui va leur permettre d'accompagner certains de leurs clients ou patients pour aller beaucoup plus en profondeur dans le corps pour justement libérer ces personnes de toute la charge émotionnelle qui a justement des effets néfastes sur leur santé ou sur leur bien-être. Donc, pour les aider justement à dépasser ces limites, pour les aider à accélérer leur guérison si elles ont une pathologie ou autre. Mais on reviendra à ça tout à l'heure. Et donc, ces 2 semaines de formation, la première, en fait, les stagiaires vont travailler en binôme. Donc, je vais leur transmettre au fur et à mesure l'appropriation de ces outils. Et donc, dans ce que je n'ai pas expliqué justement par rapport à la méthode, il y a un autre outil justement qui est l'analyse du schéma respiratoire. À chaque fois qu'on va rencontrer un nouveau client ou patient, on va d'abord commencer par analyser son schéma respiratoire, ce qui va nous permettre à la suite de pouvoir identifier les traits comportementaux de cette personne à cet instant de sa vie. Et ça veut dire qu'on va pouvoir également identifier la marge de progrès qu'elle a à la fois au niveau de son schéma respiratoire et ce que cela induira dans son bien-être. Et donc, dans la transmission que je fais dans le parcours de formation professionnelle, c'est d'abord apprendre à lire le schéma respiratoire. Qu'est-ce que ça veut dire une personne qui respire à cet endroit et pas à cet endroit, etc., etc. Donc, mais également ensuite leur permettre de progressivement de s'approprier le toucher du corps, comment on fait cette acupression et l'appropriation de cette cartographie du corps et également donc d'autres manipulations que l'on fait pour activer le flux du souffle vers le bas du corps, vers le haut du corps, pour éviter que la personne aille en tétanie ou si elle est en tétanie pour l'aider à s'en sortir, etc., etc. Donc, pendant les 6 premiers jours, c'est vraiment pas à pas, chaque jour, l'appropriation des bases de cette méthode. Et puis, arrivé au 5e jour, j'organise un atelier ouvert au public où là, en fait, je vais faire venir des gens de l'extérieur qui va permettre aux stagiaires de pouvoir expérimenter avec des personnes qui viennent de l'extérieur, sachant que les 4 jours précédents, elles auront expérimenté par binôme qui auront changé chaque jour entre elles. Donc là, lors de cette formation, chaque jour, il y a 3 séances de respiration et donc chaque stagiaire va à la fois respirer un jour et faciliter une séance et la séance plus courte, soit il sera facilitateur, soit il sera respirateur. À la fin de cette première semaine de 6 jours, les personnes repartent et elles peuvent déjà commencer et elles doivent commencer à faciliter des gens de leur entourage dans le cadre de leur apprentissage. Donc là, débute le parcours de certification. Et donc là, moi, je reste en soutien à distance avec les stagiaires par des échanges de messages vocaux pour les aider avec les personnes qu'elles vont faire respirer. Et donc, il se passe un laps de temps en général à peu près de 3 mois. Et 3 mois plus tard a lieu la 2e semaine, donc le niveau B. La première semaine, c'était le niveau A, la formation professionnelle, le niveau B, où là, on va d'abord voir en fait tous leurs besoins au niveau des manipulations sur lesquelles ils ont du mal ou ils n'ont pas tellement pratiqué ou les difficultés qu'ils ont. Mais également, je vais leur apprendre des techniques avancées de facilitation, notamment
la facétation de la gorge, qui est quelque chose de plus sensible. Mais je vais également leur apprendre comment travailler avec des typologies de clients particuliers, qu'ils aient peut-être un handicap, qu'ils aient peut-être certaines pathologies, que ce soit une femme enceinte ou une personne âgée ou un jeune bébé, etc. Et donc, je vais également, durant ce niveau B, leur apprendre quelques outils complémentaires de coaching, parce qu'il y a toujours une dimension coaching dans notre accompagnement, ne serait-ce que parce qu'on attend à ce que nos clients s'approprient cette méthode, c'est-à-dire qu'ils deviennent autonomes. On ne veut surtout pas créer une dépendance entre le thérapeute et le client. Donc, de ce fait, il y a besoin d'avoir quelques outils de coaching pour les aider parfois à lever les obstacles qui font que, en fait, ils ne pratiquent pas les exercices qu'on leur demande chez eux, parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment clé dans notre accompagnement. Dès qu'on a commencé à faciliter un client, on leur demande de pratiquer des exercices chez eux au quotidien, environ 15 minutes par jour, avant la séance suivante. Et donc, une fois que tous ces enseignements ont été transmis, le 4e jour, je leur fais expérimenter à distance une séance avec ces outils de coaching. Le lendemain, comme pour le niveau A, il y a à nouveau un atelier au grand public. Et le surlendemain, le 6e jour, il y a la mise en pratique comme s'ils recevaient un client chez eux dans leur propre cabinet, où ils vont être mis en situation dans la salle, dans différents coins de la salle, en recevant en fait une personne de l'extérieur pendant 2 heures pour faire une séance complète avec l'entretien, la respiration, etc. Donc, une fois que ce niveau B est terminé, donc se poursuit le parcours d'apprentissage. Et donc, les prérequis en termes d'apprentissage, en fait, pour atteindre la certification, je dirais plus que la certification, pour vraiment être à l'aise et soutenir et donner le meilleur aux clients qu'ils vont accompagner. C'est donc de faciliter 50 séances individuelles avec des clients cobayes qu'ils vont identifier. Parfois, ça va être certains de leurs clients à qui ils vont offrir ces séances en plus. Parfois, ça va être des proches, des amis, etc. Mais ils doivent également expérimenter des séances collectives dans le cadre des séminaires que j'organise. Donc, ils devront venir 2 fois faciliter en fait un séminaire pendant 6 jours pour justement développer l'agilité de faciliter 2 à 3 personnes différentes durant une même séance sur chaque séance de ce séminaire, de façon à également approfondir leur connaissance, puisque durant ce séminaire où seront facilitateurs, j'aurai également des temps de travail avec eux pour débriefer là où ils en sont et répondre à leurs questions et faire quelques expériences de manipulation de temps. Une fois que tout ça a été rempli, je dirais, ils deviennent certifiés et donc ils peuvent justement commencer à développer leur pratique en complément de ce qu'ils avaient déjà. Merci beaucoup. Il y a une question qui me vient par rapport vraiment à la formation, du coup. Combien de temps de formation pour les personnes? Est-ce que certaines personnes, ça va être plus long que d'autres? Alors, le temps de formation, c'est ce que je viens d'expliquer. En soi, c'est la partie formation, c'est 3 semaines. Ouais. Ensuite, il y a à nouveau des temps de facilitation en collectif. Donc, il faut rajouter 2 semaines où ils devront se rendre disponibles pour venir faciliter. Et également, je demande en principe aussi de revenir faciliter un niveau A ou un niveau B de la formation avant ou après leur certification, de façon à encore se réapproprier le contenu de la formation. Donc, on pourrait dire qu'en termes de disponibilité, si c'était ça ta question, ça fait 6 semaines pour la partie collective. Ensuite, chez elles, les 50 séances qu'elles doivent donner, en fait, certaines personnes vont aller très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des personnes qui avaient tout fait le cursus, en gros, en 9-10 mois. D'accord.
parce qu'elles étaient très disponibles, et puis d'autres parce qu'elles ont déjà une vie de famille chargée, elles ont déjà une pratique de thérapeute bien fournie, donc elles vont étaler plus sur le temps. Donc peut-être que ça va leur prendre 1 année et demie. Et ça dépend de l'agenda de la personne. Donc en soi, je dirais que c'est faisable je dirais, compte tenu que des échéances de formation, c'est faisable, je dirais, peut-être sur 10 mois. Et puis, certaines personnes vont peut-être le faire sur 2 ans. D'accord. Et du coup, tu fais plusieurs sessions par an? Oui, alors, ça c'est une bonne question. Alors, les séminaires niveau personnel, hein, donc respirer en conscience dans votre corps, j'en organise et j'en conduis donc 3 par an, en général en mars, en juillet et fin octobre. Les sessions en fait de formation professionnelle cette année en 2023, j'en ai 2. Donc j'ai commencé un premier cycle de formation professionnelle le niveau A début février et je l'ai niveau B en avril. Et j'ai un deuxième cycle de formation professionnelle sur le dernier quadrimestre 2023 qui s'étale entre niveau A en septembre 2023 et niveau B en décembre 2023. En 2024, je ne sais pas encore si j'en ferai un ou deux. En principe, je fais plutôt qu'un cycle de formation professionnelle par an. Mais voilà, donc j'ai souhaité en faire 2 en 2023. D'accord, merci. Sarah, est-ce que tu avais des questions par rapport à la formation? Non, moi j'ai des questions par rapport à la pratique. Ouais, moi aussi. Parce que du coup, la formation, c'était super clair. La pratique aussi, hein. Mais du coup, c'est une pratique qu'on peut pas du tout pratiquer sur nous-mêmes, si je comprends bien. Parce que nous, Pardon. non, c'est ça. On peut pas la pratiquer sur nous-mêmes. Il faut forcément qu'il y ait un accompagnant. Non, en fait, alors peut-être que j'ai pas été clair, c'est une très bonne question. Quand je disais justement tout à l'heure que l'objectif, c'est que les personnes s'autonomisent, les personnes qui vont faire des séances individuelles, elles vont commencer à pratiquer, mais uniquement la pratique du souffle. Elles ne feront pas les acupressions. Les personnes qui viennent faire le séminaire niveau personnel, à la fin du séminaire, je les ai entraînées, je les ai guidées pour qu'elles puissent se faire elles-mêmes des séances avec des acupressions, avec le son, avec le mouvement, etc. Donc, elles l'ont expérimenté durant le séminaire. Et lorsqu'elles quittent le séminaire, je leur donne un enregistrement guidé avec ma voix. Donc, elles peuvent faire aussi souvent qu'elles souhaitent, justement, ces séances par elles-mêmes par la suite. C'est génial. Si quelqu'un, après, voulait le faire en prenant exclusivement des séances individuelles, il faudrait qu'il prenne beaucoup de séances individuelles pour que le praticien puisse expliquer tout ça, quoi. C'est pourquoi, sur 6 jours, on a le temps de tout expérimenter, vu le nombre de séances qu'il y a. En séance individuelle, c'est un peu plus difficile. Et donc, si tu veux, dans l'absolu, oui, l'objectif, c'est que les personnes puissent s'approprier cette méthode et la pratiquer aussi souvent que possible. Okay. Moi, j'ai des questions par rapport vraiment à une séance type. Déjà, pour quelle raison une personne viendrait faire une séance de Respire Plus? Alors, c'est une très bonne question et je dirais le champ des possibles en termes de clients est très vaste parce que on va avoir des personnes qui vont peut-être avoir des problèmes respiratoires. On va avoir des personnes qui ont d'autres problèmes de santé, on pourra les évoquer. On va avoir des personnes qui, plutôt, c'est leur état émotionnel ou mental qui les amène à envisager un accompagnement psychocorporel. Et en général, après avoir expérimenté d'autres méthodes, ils ont été guidés ou ils ont perçu que avec la respiration, ça pourrait les aider. Alors, pourquoi? Parce que justement, le propre de cette méthode Respire Plus, c'est qu'elle agit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau physique. Et donc, c'est en ça que, justement, par rapport à d'autres approches de respiration consciente,
c'est quelque chose qui est très important parce qu'on va pouvoir adresser les problèmes physiques. C'est-à-dire que l'objectif, là, est d'apprendre à respirer plus efficacement avec plus d'aisance, avec une profonde respiration diaphragmatique. Et on va ainsi permettre progressivement à la personne, euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure de la méthode, de redévelopper sa capacité respiratoire et d'élargir sa capacité respiratoire. Bien entendu, ça aura des effets sur son savoir-être. Et c'est là que ça va agir au niveau mental et émotionnel. Parce que plus je redéveloppe ma capacité respiratoire, plus je libère les tensions qu'il y avait dans les muscles qui servent à la respiration, plus ça a un effet sur les empreintes émotionnelles et donc aussi mon rapport avec mon corps. Donc de fait, mon rapport avec moi-même, il change parce que je ressens des choses différentes en moi, notamment parce que comme on va amener les personnes à respirer en profondeur dans le bas de leur corps, ça va créer un sentiment d'ancrage. Et l'effet collatéral positif de cet ancrage, c'est que ça va booster la confiance en soi de la personne. Parce qu'à partir du moment où on respire bien, et j'aime bien utiliser ce terme-là, dans ses racines, ben, on se sent solide. Et du coup, on ne se laisse plus entraîner par l'extérieur, que ce soit les autres, que ce soit les situations, parce qu'on se sent solide dans son corps. Et donc ça, c'est vraiment, et c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que je vais notamment amener des personnes que je coach à ce travail-là, parce que avec le coaching et des approches mentales ou cognitives, je n'arrive pas à les faire bouger au niveau de la confiance en soi, alors que si elles sont ouvertes pour un travail avec les respirations, je pourrais les amener à ressentir cela et travailler là-dessus. Donc, ça pourrait être également aussi quelqu'un qui voudrait travailler sa confiance en soi. Donc ça, c'est un des exemples sur justement le travail qui se fait au niveau mental et émotionnel. Donc, au niveau mental et émotionnel, on va travailler à libérer, je dirais, à libérer tout ce qu'on a engrammé au niveau émotionnel, que ce soit des traumatismes, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des conditionnements, que ce soit des émotions fortes que l'on a en fait refoulé, probablement inconscient. Pourquoi? Parce que le premier réflexe de l'être humain, quand on expérimente une situation qui est trop chargée émotionnellement, on se met en apnée, on coupe notre souffle. Et qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On bloque notre diaphragme. Et c'est devenu un système de défense, on s'en rend même pas compte. Alors que, comme je le disais, quand on est arrivé au monde, on vivait pleinement les émotions. Mais aujourd'hui, je dirais, la majeure partie des gens, non seulement ils vivent plus leurs émotions, ils les expriment plus, mais ils deviennent les maîtres à refouler leurs émotions. Et donc, tout le travail d'accompagnement qu'on fait, c'est pour les aider à progressivement acquérir une méthode qui va leur permettre dorénavant de respirer pleinement, quelles que soient les émotions qui se présentent à elles, quelles que soient les situations émotionnellement chargées, pour justement traverser l'orage émotionnel s'il y a lieu. Donc, c'est ça qu'on va faire donc, au niveau mental et émotionnel, et ça va permettre également une ouverture, je dirais, spirituelle ou une connexion vibrationnelle. C'est-à-dire qu'on va connecter avec des états plus élevés. Donc, certaines personnes, durant ces séances, vont peut-être voir des images réelles ou pas, peut-être donner une nouvelle lecture à quelque chose qui les perturbé, voire recevoir une guidance, etc., etc. Enfin, là, je dirais le champ des possibles est multiple pour une même personne, d'une séance à une autre, mais bien entendu d'une personne à une autre. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur les 3 niveaux où agit cette méthode. Et donc de ce fait, on va attirer ce genre de personnes, mais peut-être qu'on peut développer plus, mais je crois que j'en ai dit déjà pas mal. Enfin, moi du coup je suis fascinée. On a déjà un peu été familière aux techniques de respiration, mais avec Soma qui est une technique totalement différente. Et c'est vrai que là, je réfléchissais quand t'exprimais le fait que ça puisse jouer aussi sur le spirituel et sur l'énergétique. Je pense qu'on s'en rend pas compte. Mais avec Manel, on fait des soins Reiki. Ça nous est arrivé de faire des soins à 4 mains. Et c'est vrai que là, je viens de me rappeler que la plupart du temps, il y avait toujours un très gros nœud au niveau du diaphragme, du milieu du corps. Et souvent, Oui. quand ce nœud-là se libérait, ça libérait franchement un flux d'énergie qui était souvent très impressionnant. Donc voilà. Juste, Et même je rebondis parce émotionnel. que, ouais, c'est vrai que
En fait, oui, on peut appeler ça un nœud émotionnel, mais c'est aussi un nœud énergétique. Enfin, tout est intraconnecté et c'est assez fou. Voilà, donc je voulais juste d'abord rebondir dessus et surtout demander, est-ce que pour le coup, il y a des contre-indications parce que je sais que dans certaines techniques de respiration, il y en a. Là, comme il n'y a pas d'apnée, peut-être que c'est pas le cas, mais est-ce qu'il y a quand même des personnes pour qui c'est pas possible? Non, alors c'est ça l'intérêt justement. Donc c'est une très bonne question parce qu'il y a en effet des méthodes de breathwork notamment où il y a des contre-indications. Mais ici, il n'y a aucune contre-indication. On est seulement formé et les thérapeutes que je forme savent justement, et c'est ce que je disais quand je parlais de la formation de niveau B, comment accompagner des personnes qui ont des pathologies ou des handicaps. Moi, j'ai accompagné des personnes qui étaient hémiplégiques, j'ai accompagné des personnes qui avaient un cancer en stade avancé, j'ai accompagné notamment enfin, des femmes enceintes, notamment une jusqu'au 8e mois. Donc, il n'y a pas de contre-indication. C'est seulement le praticien qui va devoir s'adapter. Peut-être il y a certaines acupressions qu'on ne devra pas faire. Par exemple, pour une femme enceinte, il ne faut pas déclencher des contractions. Quelqu'un qui a un cancer, il y aura peut-être certaines acupressions qu'on ne fera pas. Ça dépend, bien entendu, du stade, etc., etc. Donc, dans l'absolu, c'est non. On peut, par exemple, quand je disais qu'on accompagne du jeune bébé jusqu'à la personne âgée, on va accompagner peut-être pour une séance, on pourra donner une séance à un jeune bébé jusqu'à à peu près 10, 11 mois maximum, pour pas qu'il marche. Ça, c'est génial pour le bébé parce que ça lui permet quelque chose qui est encore frais de se libérer d'une partie ou de toute partie de la charge émotionnelle qu'il a engrammée au moment de la naissance. Et puis après, on va attendre 2 ans avant d'accompagner un enfant. On n'accompagnera jamais un enfant si on n'accompagne pas au moins un des parents, parce qu'il y a beaucoup de résonance entre les parents et les enfants. Mais ensuite, on peut accompagner jusqu'à la fin de vie, quoi. Donc en fait, c'est sans limite en soi. Bien entendu, il y a là aussi, ça dépend du thérapeute qui a été formé à cette méthode. C'est-à-dire qu'il faut se sentir capable d'accompagner certaines typologies de personnes. Je dirais moi-même, si se présentait un très grand dépressif qui séjourne en permanence presque à un hôpital psychiatrique, je pense que je ne le recevrais pas. Et d'ailleurs, il ne viendrait pas frapper à ma porte parce que énergétiquement, je ne l'attire pas, quoi. Voilà. Donc, je dirais que c'est zéro limite en soi, si ce n'est peut-être ces exceptions-là. Du coup, si tu dis que c'est possible de faire des séances, que ce soit pour les bébés comme les personnes en fin de vie, est-ce que les séances ont la même durée? Ouais. Très bonne question. Avec un bébé, ça va être une courte séance qui va, et on parlera justement tout à l'heure de la vraie durée de la séance, mais la partie respiration va peut-être durer une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Ça va être à peu près ça. Un jeune enfant, pareil. Et une personne âgée, pareil, on aura des séances plus courtes. Peut-être qu'elles vont respirer pendant... j'ai fait respirer beaucoup tout un temps ma maman. Et en fait, quand je faisais des séances qui duraient presque 1 heure, c'était dur pour elle. En fait, elle en avait marre. Donc, je dirais que peut-être 40 minutes, c'est le maximum qu'on peut faire peut-être pour une personne âgée, quoi. Dans l'absolu, autrement, la durée des séances, c'est 2 heures. Et dans le protocole que j'ai développé sur la méthode Respire Plus, c'est 70 minutes qui inclut, comme je disais, à la fin, un temps de méditation silencieux totalement immobile. Mais il y a une partie entretien avant, justement, parce que au début, je dirais une première séance, il y aura un questionnaire par rapport à la personne. On va lui expliquer la méthode, le déroulé de la séance. Puis, après, il y a la partie respiration et à la fin, il y a à nouveau un débrief. Et comme on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la séance, il faut être très ouvert à la fin parce que ça peut être là que la personne a plus à partager ou pas. Donc, je dirais en moyenne, les séances durent 2 heures.
Et D'accord, donc ouais, il faut... Ouais, excuse-moi, vas-y, Vanessa. pardon, vas-y. Et du coup, il faudrait en moyenne combien de séances? Alors, je sais que du coup, ça c'est compliqué à répondre parce que ça dépend des personnes. Mais déjà, je suppose qu'il faut peut-être à chaque fois un petit temps d'attente entre les séances, que ça doit être assez Ah, transformateur. Oui, un temps d'intégration. ouais. Alors en fait, bah, d'une part, on va jamais, et ça c'est vraiment clé, quand quelqu'un nous contacte pour avoir des séances, on va leur demander de s'engager sur 3 séances. 3 séances assez rapprochées parce que c'est ça qui va permettre au praticien et à la personne de voir l'évolution même. On n'est pas dans une thérapie brève où une séance suffit. Vous voyez, parfois il y a plein choses qu'on peut régler avec de l'hypnose ou même là, je sais pas, en Reiki, je suis pas assez expert, mais parfois une séance peut suffire. Là, comme on est un travail où on va vraiment agir sur la capacité respiratoire et qu'on demande à la personne de respirer chez elle entre les deux, c'est comme un entraînement pour quelle que soit la discipline sportive. Il faut entraîner le corps. Donc là, comme on agit sur, entre guillemets, la mécanique respiratoire, il faut déjà s'engager sur 3 séances. Ça ne veut pas dire que 3 séances, ça va suffire, loin de là, mais c'est le prérequis pour déjà voir ensuite qu'est-ce qu'on va proposer et qu'est-ce que la personne sera prête à prendre comme, je dirais, programme pour poursuivre. Donc, je dirais que si déjà une personne part sur 8 à 10 séances, elle aura déjà fait un beau chemin. D'accord. Je dirais que comme moi, je dirais que je suis par ailleurs formateur et que j'organise des séminaires, bah, les personnes, je vais au bout d'un moment leur proposer, si elles peuvent s'organiser pour se bloquer 6 jours pour partir en résidentiel sur mon lieu de séminaire, de vivre cette expérience-là. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement busy qu'elles ne peuvent pas m'affairer, ne peuvent pas s'octroyer cette parenthèse-là. Et donc, ils vont prendre des longues séries de séances. Et parfois, même après le séminaire, je vais avoir des personnes qui vont revenir de temps en temps parce que c'est ça qui leur permet, en plus des séances qu'elles se facilitent elles-mêmes, de rester un petit peu dans cette dynamique et de continuer à aller encore en profondeur sur le processus. Okay. Donc, je dirais, c'est pas un accompagnement qui va durer des années, mais c'est pas non plus un accompagnement qui va durer 3-4 séances. Ouais. Et du coup, combien de temps entre chaque séance? Alors oui, très souvent, pour des séances, surtout sur les 3 premières, je demande un espace d'une semaine maximum. Ça peut être plus resserré, mais c'est le maximum. Pourquoi? Parce que je travaille, j'accompagne les personnes à les aider à redévelopper leur capacité respiratoire. Donc le muscle, si on veut bien l'étirer, il faut qu'il soit bien entraîné. Donc c'est pourquoi il ne faut pas que ce soit plus espacé que cela. Donc les 3 premières séances, ça peut être 3 jours de suite. Dans le pire des cas, si c'est quelqu'un qui vient à Paris ou voir un autre praticien que j'ai formé, voilà, ça c'est pas un problème. La preuve, parce que dans les séminaires que j'organise, il y a 4 séances dans la journée. Donc il y a aucun, je dirais, quand vous parlez d'intégration, une grande partie de l'intégration se fait déjà à la fin de la séance. Et après, bien entendu, ça continue peut-être à agir, mais l'essentiel de l'intégration est déjà fait. Donc, il n'y a pas besoin d'un temps d'intégration long. Il ne faut pas oublier qu'on travaille avec le souffle. Et le souffle est le meilleur allié du corps. Donc, le souffle ne va jamais aller plus vite que le corps peut gérer. En fait, le souffle respecte vraiment l'écologie du corps. Donc, qui plus est, comme on est en respiration diaphragmatique, qu'on insiste vraiment pour créer ce sentiment d'ancrage avec le flux du souffle qui circule bien à la base du corps. De fait, tout le processus est sécurisé et donc il n'y a pas de difficulté d'intégration. Ça. T'as d'autres questions? Oui, j'en ai plein. Déjà, merci parce que franchement, c'est hyper intéressant. C'est passionnant. Tu vois, je suis étonnée du fait que ce soit une méthode aussi rapprochée et au final, je trouve ça logique quand tu l'expliques et ouais, c'est passionnant. Alors, du coup, tu parles des séances individuelles. Je sais que du coup, forcément, avec les séminaires que tu fais, il y a des séances en groupe.
Oui. est-ce que tu fais, mis à part ces séminaires-là, d'autres séances vraiment en groupe? Est-ce que c'est possible de le faire? Et est-ce qu'il y a il y a plusieurs questions, désolée. Mais du coup, est-ce qu'il y a je sais pas, quelque chose de différent quand c'est un travail en groupe avec plusieurs personnes ou un travail individuel pour le respirant? Mm. Alors, c'est une très bonne question parce que, et c'est ça la difficulté de l'exercice, tout au moins pour moi en tant que formateur, parce que justement, lorsque je fais du groupe, j'ai besoin d'avoir des praticiens formés Mhm. parce que j'ai que 2 mains. Donc, je peux pas accueillir. Donc, si j'accueille 10 ou 16 personnes, je vais devoir avoir un ratio de un facilitateur, d'accord, c'est ce qu'on appelle les personnes qui vont faciliter les séances, pour 2 stagiaires. C'est D'accord. vraiment le ratio qui assure la qualité vraiment optimum. Et donc, de fait, le respirant par rapport à une séance individuelle, on va dire qu'en moyenne, 50% de son temps, il va être seul. Mais c'est bien parce que il y a quand même l'énergie de la salle. Elles sont chacun sur le tapis, pas assez espacé, mais qui va les entraîner quand même dans leur processus. Et en même temps, ça leur permet de commencer à s'autonomiser. Il ne faut pas oublier que la philosophie, c'est qu'ils s'autonomisent et qu'ils s'approprient cette méthode-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi le temps de facilitation, de toucher, on va dire, il va être réduit par rapport à une séance individuelle, mais pour autant, l'expérience sera forte parce qu'il y aura toute C'est ça. l'énergie du groupe qui va les entraîner aussi dans une autre, dans quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est pourquoi je dis d'ailleurs toujours que les séances individuelles et les séances en collectif se complètent pour le respirant, si tant est qu'en fait il soit ouvert aux deux, parce que on va accéder à des choses différentes. On va dire que pour le respirant, la séance individuelle va être plus confortable, et pour le coup, dans le collectif, il va être plus poussé hors de sa zone de confort. Et c'est ça qui est puissant. Quoi. Donc, en dehors des séminaires résidentiels de 6 jours que j'organise, le séminaire justement Respirer en conscience dans votre corps, que j'organise 3 par an, il y a également en effet des stages que j'organise à Paris d'une journée qui s'appelle Reprenez votre souffle, où là, pendant une journée, c'est un peu un extrait du séminaire de 6 jours, où sur la journée, ils vont avoir presque 4 séances de respiration. Enfin, un premier exercice respiratoire, puis 3 séances de respiration facilitée, où je serai accompagné justement avec des facilitateurs. Ok, super. Merci beaucoup pour la réponse. Sarah, tu avais autre chose Non, du comme coup, question, toute c'est par question? rapport à ça. Donc ça peut rentrer, quand tu dis les personnes doivent s'engager sur 3 séances. Et les séances collectives dont tu parles, où ils sont en groupe, ça peut rentrer dans ce travail-là individuel, où tu recommandes quand même au moins 3 séances vraiment individuelles ou pas. Avant le séminaire, tu veux dire? Ouais, Non, en fait, il n'y a aucun prérequis pour participer au séminaire. J'ai très souvent des gens qui sont arrivés sur mon site internet ou qui ont entendu parler ou du bouche à oreille et qui viennent et qui n'ont jamais rien expérimenté. Il n'y a aucun prérequis. Pareil pour les stages d'une journée à Paris. ok. D'accord. Du coup, pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations, parce que on a parlé pendant quasiment 1 heure là, mais clairement, il y a encore plein d'autres choses à dire et je pense à découvrir directement. Je Ouais. ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le fait d'en parler, c'est super, mais il faut, je pense, expérimenter les choses pour vraiment les comprendre. Où ces personnes-là peuvent retrouver toutes les informations que tu proposes, que ce soit sur peut-être ton site, les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes les infos? Alors en fait, d'abord sur mon site, respireplus.com. Toutes les personnes également qui souhaitent avoir plus d'informations, que ce soit sur la page séminaire ou sur la page formation professionnelle, je leur propose de réserver un entretien personnalisé. Donc pour le séminaire, je leur réserve une demi-heure pour répondre à toutes leurs questions, leur présenter plus d'informations sur le séminaire. Pour le parcours de formation pour professionnel, je propose un entretien de 45 minutes où là, je détaille
un peu plus complet encore ce que je viens de vous présenter. Donc, elles peuvent réserver un créneau directement sur mon site, donc respireplus.com. Elles peuvent également me suivre sur Instagram. D'accord. J'ai également une chaîne YouTube où je fais des vidéos que j'ai déjà publiées sur Instagram également, puis une autre vidéo que je vais refaire pour représenter plus en détail la méthode sur la chaîne YouTube Respire Plus, puis sur Facebook. En fait, donc soit mon nom, Joël Gégaud, ou j'ai également une page Respire Plus. Voilà, et donc je pense que toutes ces infos-là, c'est facile à joindre. Ça marche. On les mettra de toute façon dans les liens. On essayera de mettre au maximum tout ce qu'on peut. Il ne vous reste plus qu'à expérimenter vous-même. Eh bien oui, mais moi j'ai déjà quasiment pris rendez-vous avec... Audrey. Oui. Audrey. D'ailleurs, je pense qu'on peut lui faire un petit coucou parce qu'elle elle écoute nos épisodes. D'accord, alors un petit coucou et un grand merci pour Audrey. J'ai énormément de plaisir à travailler avec elle. Voilà, on a une merveilleuse collaboration et c'est quelqu'un à qui j'exprime une profonde gratitude pour ce qu'elle est et pour voilà, donc elle est très inspirante. Si vous voulez la retrouver, c'est sur la région rouennaise. Voilà, parce que du coup, voilà, les personnes qui vous connaissent ou qui suivent ce podcast et qui sont en Normandie, donc, elle est en cours de certification et elle est excellente. Merci. Sarah, tu poses la dernière question? L'ultime question. Est-ce que du coup, tu as un dernier message à transmettre, que ce soit par rapport à ta formation, à ta pratique ou juste autre, un message au monde à donner? Je dirais que c'est plus un message global. À la fois, tout le monde a à gagner, vraiment, à apprendre à mieux respirer. Je n'ai jamais rencontré aucune personne qui avait une respiration suffisamment profonde dans le bas de son corps. Donc, tout le monde a à gagner à apprendre à respirer. Et voilà, donc je ne peux que souhaiter ceux qui entendent ce podcast d'envisager de vivre l'expérience transformationnelle que je leur propose au travers des stages ou formations ou séminaires Respire Plus. Et puis, pour un complément également pour les thérapeutes ou autres personnes dans l'accompagnement qui nous écoutent, la méthode que je transmets, c'est vraiment une méthode qui permet d'aller en profondeur dans le corps. Et c'est vraiment une méthode qui vous permettra de faire une vraie différence auprès des personnes que vous accompagnez et qui sont ouvertes à ce genre d'accompagnement. Parce qu'elle est très différenciante, parce qu'elle présente, je dirais, toutes les qualités que l'on a évoquées. Merci infiniment. Merci. On n'a pas parlé des bienfaits. On n'a pas parlé des bienfaits. Alors vas-y, on t'écoute. On t'écoute, c'est pas grave. Ouais, en fait, peut-être qu'ils étaient sous-entendus, mais il y avait quand même des choses que je voulais rajouter. Donc tant pis, vous ferez 2 podcasts s'il faut. Mais oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, dans les bienfaits, faut savoir qu'il y a de nombreux bienfaits déjà au niveau physique. Au niveau physique, on est dans une profonde respiration diaphragmatique connectée qui, de fait, va accélérer l'élimination des toxines. 70% des toxines de notre corps sont éliminées par la respiration. C'est l'outil le plus puissant pour éliminer les toxines. Donc, c'est bien plus que, je dirais, les matières fécales, les urines, la transpiration, etc., etc. Également, pour doper l'énergie. Les 2/3 de notre énergie viennent de la respiration. Donc, plus on va apprendre à mieux respirer, plus on va doper notre niveau d'énergie. Également au niveau du drainage lymphatique. Dans chaque séance de respiration telle que je les pratique, puisqu'on est dans une profonde respiration diaphragmatique, le drainage lymphatique est multiplié par 15 au cours de la séance. C'est vraiment très puissant.
ce que je peux dire également, donc, avec tous ces effets, ça contribue à accélérer la régénération des cellules. Il faut savoir, et c'est en ça que c'est, je dirais, un outil qui permet d'accélérer la guérison de nombreuses pathologies, et notamment le cancer. Parce que ça a été prouvé par un prix Nobel de médecine en 1931, Dr. Otto Warburg, qui a prouvé que, par exemple, les cellules cancéreuses, elles se développaient dans un corps qui n'avait pas suffisamment d'oxygène. Donc, à contrario, puisqu'on va, dans chaque séance telle que je les pratique, le corps va recevoir de 3 à 6 fois plus d'oxygène, ça va accélérer la destruction des cellules infectées et stimuler la génération de nouvelles cellules. Donc, c'est en ça que c'est un accélérateur de guérison. Je ne vais jamais dire que ça assure la guérison, mais c'est un accélérateur de guérison. Qui plus est dans le cas du cancer, parce que ça va également agir au niveau mental et émotionnel. Et Dieu sait si ce second facteur est un facteur capital dans la guérison de toute pathologie, mais notamment du cancer. Voilà pour certains aspects au niveau physique. Donc, au niveau de l'état émotionnel, à partir du moment où on va respirer comme cela, ça va aider à se libérer de certaines addictions. Parce que plus on va respirer, plus on va avoir un autre rapport avec son corps et ce que l'on met notamment en termes d'alimentation. Voilà. Mais également, ça va nous aider à avoir une meilleure conscience de soi. Donc peut-être de nous aider à nous libérer de certains états de dépendance. Ça va stimuler la confiance en soi, j'en ai parlé tout à l'heure, grâce à l'ancrage dans le corps. Et ça va également nous aider à, plus on va respirer, plus on va avoir un meilleur rapport avec soi-même. Ça aide à développer l'amour de soi parce que on est plus à l'écoute de son corps et on développe cette conscience-là qui nous amène vers plus d'amour de soi, plus de respect de soi également. Donc, ça nous aide également à poser nos limites parce que on se sent plus ancré également. Qu'est-ce que je peux aussi dire? Ça va stimuler la créativité. À partir du moment où je vais me libérer de tout ce qui est négatif, tout ce qui est émotion négative, je fais de la place pour accueillir plus de créativité et également plus doper l'intuition. Voilà quelques-uns des exemples que je pourrais dire. Bien entendu, ça agit sur tout ce qui est état de stress, ça va de soi, état d'anxiété, parce que tout cela, c'est lié à des empreintes émotionnelles plutôt enfouies et anciennes. Donc, ça va aider à ce niveau-là. Également, ça va, je dirais, permettre une meilleure présence à soi. Donc, et présence à soi pour justement être plus concentré sur ce qu'on fait, donc une meilleure concentration grâce à cette sensibilité au souffle et à la respiration. Encore plus de raisons pour pratiquer. Ouais, exactement. Pour aller découvrir. Ouais, là, ça donne envie, quoi. Pour le coup. Ouais. Non, mais c'est magique, hein. Le souffle est magique. Voilà. Tout à fait. Le pouvoir incroyable du souffle. Oui, complètement. Dans un corps en mouvement, c'est ça que j'aime bien dire par rapport à ma méthode, parce que c'est le souffle, mais avec tous les outils que je vous ai précisés. C'est pour ça que ce que je dis, c'est la puissance transformationnelle du souffle dans un corps en mouvement. Parce que c'est l'association de ces mouvements, de ces touchés avec le souffle qui en font toute la puissance. Oui, c'est une méthode qui est tellement complète au final, qui allie tellement de choses, c'est incroyable. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous transmettre sur ta pratique, sur ta formation? Est-ce que tu voulais dire Est-ce que tu as un dernier mot? Un dernier mot? Oui. Respirons la joie. Parfait. Merci infiniment, merci encore beaucoup. une fois. Avec grand plaisir. Et bon, tout le meilleur pour vous. Et j'ai hâte d'entendre. Voilà.
Et une très belle soirée à toi et à très bientôt. Et voilà pour cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses comme nous. En tout cas, merci à toi Joël d'avoir pris le temps de partager toutes ces informations et de nous partager tout ton savoir sur, ou en tout cas une partie de ton savoir, une petite partie, parce que je suis certaine que on pourrait faire encore 4-5 épisodes comme ça facilement. Complètement. Merci encore. Si de votre côté vous avez des questions, que ce soit pour nous ou directement pour Joël, comme d'habitude, on mettra tous les liens, tout ce qu'on peut, que ce soit du site internet, des réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à le contacter, à nous contacter, on serait ravis de continuer à partager avec vous par la suite. Complètement. Et puis, on se retrouve d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode. Et entre les deux, respirez bien. Respirez bien et prenez soin de vous. À très vite.